Dans la salle d'écriture froide, ça sent le bois humide et le suif rance des bougies. Sur la table, il y a des tablettes de cire, bien lissées avec un bâton en os, et à côté, des rouleaux avec des gloses en latin. La plume crisse sur le parchemin, et il devient clair qu'il ne s'agit ni d'une chronique monastique, ni d'une liste de dons. Ce sont des scènes où des femmes adultes choisissent la liberté du corps, non pas comme une débauche, mais comme le droit de dire non à la contrainte, où la chair est qualifiée d'épreuve de conscience et non de marchandise. Et l'auteur n'est pas un clerc de cour ni un chanteur de foire, mais une chanoinesse d'un couvent impérial. Au 10e hiver du siècle, un tel texte est risqué. Mais la main ne tremble pas. Là où les livres précédents craignaient la luxure, celui-ci parle du pouvoir sur soi-même. Chers spectateurs, je vous salue. Écrivez-nous d'où vous nous regardez et si vous avez déjà rencontré des textes où la voix féminine change les règles du discours sur le corps. Laissez vos commentaires, votre expérience est importante. Bonne écoute. Nous allons nous pencher sur la figure de la chanoinesse de l'abbaye impériale des Plaines du Nord, connue sous le nom de Roswitha de Gandersheim. Ces pièces en latin sonnent comme une opposition silencieuse. Pas de scandale de rue, mais la discipline de la scène, où les héroïnes, des martyrs adultes, refusent la contrainte, et où la violence n'est pas désignée par le naturalisme, mais par le vocabulaire juridique et spirituel de l'époque. Le mythe selon lequel les femmes se taisaient se heurte ici à des documents, manuscrits, listes de livres de l'abbaye, mentions à la cour, copies ultérieures où l'on voit à la fois la main du scribe et les traces de la censure. Pour comprendre comment ce théâtre est né, il faut voir comment était organisée la vie. L'abbaye impériale n'est pas une cellule fermée, comme l'imaginent les romantiques, mais une institution complexe. Les chanoinesses vivent selon les règles, mais ne prononcent pas de vœux perpétuels comme les religieuses, conservent leurs biens, correspondent avec les dirigeants, perçoivent des rentes provenant des villages et des ponts. Les familles impériales inscrivent leurs filles, leurs parentes adultes et leurs veuves dans ces maisons afin qu'elles servent à l'éducation et à la mémoire de la dynastie. On y trouve une bibliothèque, un scriptorium, une école de chant et de calcul, et surtout, le droit de parler en latin, des choses dont dépendent l'honneur et l'ordre. Dans ce contexte, Roswitha prend la forme d'une dramaturge antique, dont les textes sont copiés dans les monastères avec des réserves, et la retourne contre les manières séduisantes du théâtre riant. Elle écrit des drames, des hagiographies et une chronique épique sur les actes des souverains, alliant piété et loyauté politique, et la scène à la prédication de la maîtrise de soi. Sa dramaturgie ne traite ni de la foire, ni de la farce quotidienne. Ce sont des pièces destinées à être lues et peut-être à être jouées de manière discrète dans la communauté féminine ou devant un cercle restreint d'invités lors des journées seigneuriales où se réunissent à la cour des évêques, des comtes et des dames de confiance. Dans ces pièces, les héroïnes adultes s'opposent à la contrainte, non pas par la chaleur, mais par la clarté. La liberté du corps est présentée comme un devoir de conscience, le refus de la violence comme un acte de foi et de droit. La violence dans les sources de cette époque est décrite de manière austère, comme un abus de pouvoir, comme un fait social conduisant à la honte, à des amendes et à la repentance. Roswitha ne s'attarde pas sur les détails, mais en énonce les conséquences: perte d'honneur, mort, rupture des unions familiales, effondrement de la confiance. Elle donne aux spectateurs les outils pour reconnaître non pas la luxure, mais les tentatives de remplacer le consentement par la contrainte. Là où l'image antique du soupirant jouait sur le registre du rire, ici, l'héroïne parle par ses actes. Elle rejette le contrat du corps, le qualifiant de péché et de piège. Le contexte du Xe siècle est cruel pour les faibles et pragmatique pour les forts. La terre gémit sous le poids des échanges féodaux, les pouvoirs changent de manière imprévisible,
ce qui affecte l'approvisionnement en sel et en bougies. Les maladies se propagent par vagues. La fièvre, la peste bubonique éclate tous les quelques années, mais la peur d'une mort soudaine est présente dans chaque texte. La médecine énumère les herbes, les cataplasmes, les saignées. Les apothicaires des monastères conservent dans des boîtes des racines séchées et des pommades contre les abcès. Mais le plus souvent, ils traitent par le repos. Chaleur, silence, linge propre. Dans une telle réalité, le corps n'est pas un jouet privé, mais un outil de travail au service du devoir et de la prière. Un corps faible perturbe l'ordre établi, interrompt le service, entraîne une perte de revenus et un blocage des affaires dans les bureaux. C'est pourquoi les pièces où les femmes adultes qualifient le pouvoir sur elles-mêmes de force ressemblent davantage à un ministère de l'ordre qu'à un appel au plaisir. Chris Vita, qui vit dans un monde où la communauté paie pour les scandales, montre que la chair peut être une force et non une vulnérabilité. Son choix de forme est également politique. L'auteur antique auquel elle répond est connu pour transformer le désir en jeu et la contrainte en procédé comique. Les enseignants du monastère l'ont copié avec prudence en y ajoutant des notes moralisatrices. La canonisse reprend la structure de la scène, le rythme et la clarté du dialogue et les met au service d'une autre thèse. Le désir sans liberté n'est pas de l'amour, mais de la violence. La luxure n'est pas une faiblesse risible, mais une épreuve dont dépendent l'honneur de la famille et la paix civile. Dans ces pièces, les martyrs sont des adultes, leur décision n'est pas un caprice, mais une mise en place consciente de limites. Oui au consentement, non à la contrainte. Elle ne peint pas de tableaux sanglants, mais laisse des traces, liste d'amendes, enregistrement de repentir public, mention d'intervention judiciaire. Ainsi, le théâtre féminin devient non pas une trace d'émotion, mais une déclaration juridique dans un cadre poétique. À cette époque, le pouvoir séculier surveille de près les monastères, en particulier les monastères impériaux. Les abbayes jouissant de l'immunité sont les piliers de la dynastie. Elles prient pour le souverain, conservent les archives, fournissent à la cour des conseillères et des scribes instruites. Les pièces de Hrosvita ne se diffusent pas sur la place publique. Elles circulent dans des manuscrits qui appartiennent au monde de la correspondance. Les listes de livres de l'abbaye comprennent les pères latins, la grammaire, l'histoire et la poésie. À côté, ses propres textes. À certaines saisons, les manuscrits étaient lus dans le cloître, où il fait froid et où ça sent la pierre humide. À d'autres, à la cour, lors de soirées tranquilles, où se réunissaient les parentes adultes du souverain et ses conseillers de confiance. Là, ces pièces devenaient un outil d'éducation, non pas par la peur, mais par l'exemple de la persévérance. Les textes pouvaient être discutés sous l'angle de la décence du genre. Était-il permis à une femme de parler de chair et de désir, même dans le but d'instruire? Les ecclésiastiques se disputaient, mais là où la règle abbatiale et l'autorité de la famille impériale prévalaient, le manuscrit trouvait sa place sur l'étagère. Le risque, cependant, ne disparaissait pas. Toute tentative de parler du corps risquait de devenir indécente aux yeux de ceux qui voyaient dans le sujet une menace. Le mécanisme d'accusation était simple. Se référer au modèle du théâtre antique, attribuer à l'auteur une passion pour la chair, déclarer le courage féminin inapproprié. D'autre part, Hrosvita et son abbaye avaient un atout, l'objectif clair du texte et la transparence de la méthode. Là où l'image antique du débauché suscitait le rire, elle place à côté un exemple tiré de la vie sans transformer la méchanceté en comique. Là où la scène aurait pu devenir une place publique, elle la laisse comme une salle d'enseignement, sans spectacle, sans démonstration physique, sans allusion qui alimente la foule. C'était là son avantage. Elle n'écrivait pas pour le marché, mais pour le scriptorium et la cour, où la parole est pesée au poids d'or. Derrière la rhétorique sèche se cache la réalité quotidienne de l'abbaye, les chanoinesses,
des femmes adultes étroitement liées par des liens de parenté à des maisons nobles, gèrent l'économie, les rentes en grains, les péages sur les ponts, la surveillance du moulin, l'accueil des pèlerins. Toute renommée concernant des livres indécents avait des répercussions financières. Les dons étaient suspendus, la paroisse ralentissait les livraisons. La ville avait alors une raison de durcir les taxes. C'est pourquoi le théâtre féminin, à l'intérieur des murs, se soucie de la forme. Dans les manuscrits, les marges sont propres, les titres clairs. Dans les listes, il est fait mention de bonnes intentions. Dans les préfaces, l'accent est mis sur la correction du vice par l'exemple de la persévérance. Non pas parce que l'auteur veut se cacher, mais parce que sa mission n'est pas de choquer, mais d'instaurer la discipline. Elle remet la chair à sa place, sous la responsabilité de la conscience et le droit des femmes au consentement, et le fait dans un langage qui aime l'ordre. Le mythe du silence des voix féminines ne résiste pas à cette comptabilité papier. Il n'y a pas seulement des mots, mais aussi des traces dans les inventaires, des notes sur le parchemin délivré pour une nouvelle pièce, des listes de bougies pour les lectures, les noms des copistes qui ont fait des copies pour des destinataires de renom. Au cours d'une saison à la cour, où l'on se souvenait des victoires et des mariages de la dynastie, la pièce pouvait être lue dans le cercle des dames nobles adultes, dans le cadre d'une conversation morale, non pas sur les romans, mais sur le devoir et le choix. Au cours d'une autre saison, le manuscrit était emporté dans le cloître pour instruire les jeunes chanoinesses, non pas pour attirer les spectateurs, mais pour renforcer l'habitude de parler de la chair, sans honte et sans jeu. Dans les deux cas, le document, et non la légende, montre une idée forte. L'auteur n'a pas enfreint l'ordre établi, mais en a réécrit le point concernant le corps. Les liasses manuscrites montrent le parcours par lequel les textes quittent la maison des femmes pour aller dans le monde et y revenir, renforcés par des sceaux. Un rouleau contient une liste de livres où les pièces de la canonice figurent à côté des pères latins. Dans un autre, l'inventaire du parchemin délivré pour la composition de drames. Dans un troisième, le registre des invités avec des notes sur les lectures lors des jours de fête. Ces notes minutieuses montrent comment la scène se réunissait sans espace, non pas pour rire, mais pour la discipline. Les pièces sont construites comme des épreuves de conscience pour les héroïnes adultes. On leur propose des accords, des lits communs dans le cadre d'une protection, un contrat décent en échange de leur silence. Les héroïnes refusent, et ce refus est présenté comme un acte ayant des conséquences, rupture de la protection, menace, tentative de discrédit. La violence est mentionnée comme un abus de pouvoir qui touche le foyer et la communauté. Il n'y a pas de détails, seulement un compte rendu sec des dommages et des risques. Le texte évoque une technique de résistance. Ne pas laisser la honte devenir un argument, ne pas livrer son corps à la rhétorique du droit d'autrui, maintenir la limite du consentement. Cette logique fonctionne non seulement à l'intérieur des pièces, mais aussi autour d'elles. Le scriptorium est prudent, les préfaces soulignent l'objectif moralisateur, la charte abbatiale donne aux chanoinesses le droit d'enseigner aux jeunes en utilisant l'exemple de la résistance des martyrs adultes. La vie quotidienne du monastère rend cette scène nécessaire. Dans le livre de comptes, on trouve des lignes sur les loyers des villages, les taxes sur les ponts et les moulins, les dépenses pour les bougies, la cire, l'huile, les soins médicaux des sœurs adultes et des servantes. Chaque hiver apporte des maladies, l'épuisement, des blessures dues au travail. Chaque dégel est synonyme de longs trajets où les lettres se perdent et les personnes attendues sont en retard. Dans un tel contexte, la chair n'est pas une douceur, mais une ressource de survie. Un corps affaibli perturbe l'ordre établi, interrompt le service, entraîne des amendes et une perte de rente. C'est pourquoi les pièces où les héroïnes adultes défendent la liberté du corps comme une frontière ressemblent à une branche de l'éthique économique.
ne pas laisser la contrainte se déguiser en bienfait, ne pas signer la protection au prix du silence, ne pas échanger l'honneur de la communauté contre un avantage à court terme. Dans le cahier du médecin, à côté des ordonnances à base de choux frisés, de sauge et de vinaigre pour les lavages, se trouve une liste de lecture pour les jeunes infirmières. Ces 2 feuilles ne sont pas placées côte à côte par hasard. Elles traitent la même chose, à savoir la capacité de vivre sous pression sans s'effondrer. Sur la carte plus grande de l'Empire, les manuscrits dépassent les murs. La maison impériale a besoin d'une écriture cultivée qui couvre non seulement la chronique des mariages et des campagnes militaires, mais aussi l'ordre moral. L'abbaye privilégiée fait partie de cette machine. Elle conserve la mémoire, enseigne le chant et la grammaire, accueille les pèlerins nobles, recopie des textes pour la cour. Les pièces de la canonis s'inscrivent dans ce flux comme un outil de conversation sur l'ordre, utile là où il faut maintenir la maison sans bruit inutile. Elles sont appréciées pour leur clarté. Au lieu de l'ambiguïté, elles proposent une construction du choix. Au lieu d'allusions équivoques, elles avancent la thèse directe selon laquelle le consentement est la condition de toute union. Au lieu de la tentation du corps scénique, elles présentent la figure d'une héroïne adulte dont la liberté est confirmée par ses actes et le prix qu'elle en paie. Les listes d'invités de la cour mentionnent des soirées où les manuscrits étaient lus en petits comités, non pas pour le divertissement, mais dans le cadre de l'éducation. Cela n'élimine pas le danger. Toute conversation sur la chair peut être retournée contre l'auteur, déclarée indécente du simple fait de l'existence du sujet. Mais l'abbaye prépare sa défense à l'avance. Les préfaces fixent l'objectif, l'étiquette du genre souligne l'exemple du martyr, et à côté se trouvent les listes de dons, signe que la maison ne repose pas sur le scandale, mais sur la confiance. Les critiques, quant à eux, cherchent un point faible, la forme théâtrale. Les spectacles ont longtemps été considérés comme suspects dans le droit canonique, et il est facile pour les détracteurs de qualifier n'importe quelle scène de foraine. Ils se réfèrent à d'anciennes interdictions, rappellent les méfaits du rire et citent des exemples de pièces antiques où le désir était transformé en jeu. Mais le document ramène à nouveau la conversation aux faits. Premièrement, les textes dans la Maison des femmes sont conçus comme des lectures et non comme des représentations publiques. Les manuscrits ne contiennent pas de remarques sur l'espace, seulement la structure des rôles pour plus de clarté. Parfois, des chants sont ajoutés, mais sans danse ni masque. Deuxièmement, les héroïnes sont adultes et leur décision est de défendre la liberté et non de jouer à la tentation. Troisièmement, les scènes sont liées à la discipline du règlement. Elles s'accompagnent de jeûnes, de prières, d'exhortations. Leur fonction est de maintenir l'ordre et non d'exciter. Quatrièmement, les listes économiques montrent clairement que, avant la lecture, on consomme des bougies et de l'huile et que, après la lecture, les dons aux pauvres augmentent, signe que les textes ne génèrent pas une foule, mais une action concrète. Ce n'est pas un argument esthétique, c'est un rapport administratif. Le tournant se produit lorsque les manuscrits parviennent à la cour. Dans la chancellerie royale, il y a des gens qui ont l'habitude de feuilleter les livres à la recherche d'avantages et de menaces. Ils voient que les pièces de la canonis ne donnent pas à la foule l'occasion d'un spectacle. Pas de corps nus, pas de lutte des sexes publics, pas de lignes bouffonnes qui porteraient atteinte à l'honneur de la famille. En revanche, elles contiennent des instructions pour résister à la contrainte, applicables aussi bien aux maisons de femmes qu'aux alliances de cour. Dans le contexte des mariages politiques, où les femmes adultes se retrouvent dans des situations difficiles, un tel langage s'avère utile. Il explique comment ne pas céder sous la pression et comment protéger sa maison sans faire de bruit. Les manuscrits sont discrètement reconnus, non pas avec enthousiasme, mais avec pragmatisme. Cela se voit dans les petits détails. La liste des dons à l'abbaye, la mention de la fourniture de parchemin,
pour la poursuite des écrits, le nom du scribe de l'école de la cour à qui une copie a été remise. Le conflit ne disparaît toutefois pas pour autant. Dans les cercles ecclésiastiques, on débat de la décence du genre. Certains considèrent que la forme elle-même est dangereuse et que toute mention de la chair incite à la tentation. D'autres répondent que le silence est pire, car il laisse le mal sans voix, et le mal aime le silence. Les lettres des écoles épiscopales expriment parfois une certaine inquiétude. La voix féminine de l'abbaye ne doit pas influencer le monde extérieur. Mais là encore, le document ne permet pas au mythe de s'enraciner. Le catalogue de la bibliothèque contient des textes des pères de l'Église, des traités de grammaire et d'histoire. Les manuscrits des chanoinesses sont classés à côté, comme faisant partie de la discipline, et non comme un doux poison. Les statuts mentionnent le droit des chanoinesses à donner des instructions. Les listes de dons mentionnent les noms des princes qui ont envoyé des bougies et des livres. Le livre de comptes contient une ligne sur la réparation du cloître qui a fui l'hiver dernier. Cette comptabilité éteint le feu. La maison où le théâtre fait partie de l'ordre ne semble pas indécente. De l'intérieur, les pièces fonctionnent comme un antidote au langage de la luxure. Là où le pouvoir agressif tente de faire de la honte un instrument, l'héroïne appelle les choses par leur nom. La contrainte est un péché et une violation de l'ordre, le consentement est la condition de toute union. Il ne s'agit pas de naturalisme artistique, mais d'un vocabulaire juridique et spirituel. Il ne s'agit pas de savourer la douleur, mais d'enregistrer les conséquences. Excommunication, amende, expulsion. Cela n'annule pas la réalité de la cruauté, des maladies, de la mort par la fièvre et les blessures. Au contraire, cela renforce le climat d'inquiétude. Dans un monde où les femmes adultes assument la gestion et l'honneur des foyers, le langage qui qualifie la liberté du corps de devoir de conscience devient un outil de survie. Il est apprécié là où l'on sait compter. C'est ainsi que se construit lentement un pont entre le cloître et la salle du trône. Le texte féminin ne demande pas grâce, il propose un service à l'ordre. Pour ses détracteurs, cela ressemble à une ruse. Ils voient quand même la chair dans le sujet et brandissent l'étiquette indécence. Pour les défenseurs, c'est un argument sur l'économie du corps et les institutions de contrôle. Si le langage laisse la chair à l'ennemi la transforme en instrument. La chanoisse fait autrement. Elle redonne au corps de la femme adulte son statut de frontière et à la scène son statut de barrière morale. Le document soutient cette thèse. Les manuscrits sont datés, les listes vérifiées, les inventaires minutieux. Plus loin, on verra comment, à la cour, le débat sur la décence du genre se heurtera à un calcul utilitaire et comment la reconnaissance finale se fera sans fanfare. Le théâtre des canonesses sera considéré comme moral et utile, car il enseigne à maintenir la concorde loin de la contrainte, et ainsi il protège la maison mieux que n'importe quel sermon retentissant. Les registres de la cour consignent les jours où des paquets arrivèrent de l'abbaye, 8 ou 10 feuilles, solidement attachées par un ruban, avec une mention indiquant qu'elles appartenaient à la maison des femmes et le nom du scribe. L'un de ces paquets contenait une chronique des actes du souverain, rédigée pour renforcer la mémoire de la dynastie. Un autre contenait des drames construits selon les normes antiques, mais dans un autre but. La bibliothèque de la cour fonctionnait comme un douanier des sens. Les livres étaient reçus, feuilletés, adaptés aux besoins de la maison et de la cour. Les dames de la cour adulte, responsables de l'éducation, voyaient dans les pièces de théâtre un instrument contre la contrainte et les ragots. Les scènes où les héroïnes adultes refusaient la protection au prix de leur corps devenaient une leçon sur la manière d'empêcher la honte de devenir une arme. Les hommes chargés de maintenir l'ordre y voyaient un effet utilitaire. Moins de scandales, moins de raisons de calomnier, moins de risques que la cruauté privée se propage comme de la fumée. Mais à côté d'eux se trouvaient ceux qui n'aimaient pas cette forme.
Il qualifiait le théâtre de dangereux, rappelait les anciennes interdictions des spectacles et insistait sur le fait que le thème de la chair était en soi une limite. Le conflit s'est déroulé sans cri, sur le papier. Certaines lettres affirmaient que la voix féminine avait dépassé les limites, et en réponse, des préfaces soulignant l'objectif pédagogique et le cadre strict de la lecture ont été envoyés. Le tissu même des pièces ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il n'y avait pas de clownerie de rue, pas de scène du corps, pas de ligne bouffonne où le mal pouvait être avalé sous le rire. Les héroïnes adultes agissaient dans l'espace du droit et du vœu, qui, dans la maison des femmes, était compris comme un devoir envers Dieu et la communauté. Là où un personnage autoritaire abusait de son pouvoir, le texte le consignait comme un fait social. Menace, discrédit, tentative de coercition. Là où la maison risquait son chiffre d'affaires et son honneur, les conséquences étaient indiquées. Amende, excommunication, perte de confiance, rupture d'alliance. La tension interne des pièces reposait sur la lutte entre deux économies, le plaisir et l'ordre. La chanoisse, en analysant le langage du modèle antique, inversait les pôles. Le corps cessait d'être une marchandise pour devenir la frontière du consentement, et la scène passait du divertissement à la barrière morale. Dans le catalogue du monastère, à côté du titre de la pièce, figurait parfois la mention « pour les enseignements », et cela sonnait comme un sceau. Le document mettait un point là où le mythe de la débauche féminine attendait une virgule. Le scriptorium fonctionnait comme un auditeur. Le copiste laissait des traces sèches. Quand le parchemin était remis, combien de bougies avaient été utilisées, qui avait vérifié la propreté des marges, quelle main avait ajouté les initiales rouges. Dans les marges, on trouvait, écrite de la même main, une clause stipulant que le texte était destiné à être lu au sein de la communauté ou devant des invités adultes dans la maison du gouverneur, sans place publique, sans masque ni danse. Il s'agissait d'une défense préétablie contre l'étiquette de spectacle. Dans le livre de comptes, on trouve un point connexe. Les dépenses pour l'huile et les bougies pour les lectures, les notes sur les dons après les fêtes, une note indiquant que le théologien de l'école du palais a envoyé une glose louant la clarté de l'intrigue. C'est ainsi que se construisait petit à petit l'argumentation, où tout reposait sur des détails, non pas sur des slogans, mais sur des listes, non pas sur des émotions, mais sur l'équilibre. La réalité médicale du Xe siècle donnait à ce théâtre une seconde vie. Les femmes adultes dans les murs de l'abbaye, comme les femmes dans les maisons de la noblesse, vivaient sous la pression des épreuves, fièvres hivernales, épuisement dû au jeûne et au travail, longs voyages dans l'humidité, blessures dues aux travaux pénibles. Les pharmacies prescrivaient des remèdes à base de plantes contre la douleur et des compresses vinaigrées, et à côté se trouvaient des feuilles avec des lectures pour se fortifier, des pièces de théâtre qui redonnaient au corps le respect qu'il méritait en tant qu'instrument de service. Ce n'était pas de la sentimentalité, c'était de la gestion des risques. Le refus privait le mal de la possibilité de contrôler le corps d'autrui. Dans la chronique de l'abbaye, des couples étranges se côtoyaient, le jour où le coffre à remède est arrivé et le jour où la pièce a été lue pour les jeunes chanoinesses, le jour où le fonctionnaire est venu réclamer la rente et le jour où un extrait de la pièce a été joué à la cour. Ces pages semblaient être de fausses coïncidences, mais elles formaient un tout. Le souci du corps côtoyait le langage qui ne livrait pas le corps à l'extérieur. À l'échelle de la politique, les pièces de théâtre se sont avérées être une pierre angulaire de la légitimité. La chanoinesse a également rédigé une chronique sur le souverain, prudente, adaptée aux besoins de la dynastie, où les victoires et les traités étaient liés à la piété et à l'ordre. Cela n'annulait pas les drames, mais expliquait leur place. La maison des femmes soutenait non seulement par la prière et le chant, mais aussi par un langage qui réinspirait à la société le sentiment de concorde. C'était avantageux pour la cour.
pour ses opposants, c'était inquiétant. Dans la correspondance des théologiens, on trouvait des rappels des anciennes interdictions des spectacles et du mal que pouvait causer le rire dans les affaires mystérieuses. D'autre part, dans les statuts municipaux, qui interdisaient les épreuves corporelles humiliantes dans les tribunaux, on trouvait déjà une sensibilité moderne. Le corps d'un adulte n'est pas la monnaie d'échange du pouvoir public. Le théâtre canonique reprenait cette idée, sans toutefois l'exprimer en ces termes. La scène ne touche pas le corps, la scène établit des limites. Puis survint un tournant qui consolida le nouveau régime de lecture. L'un des précepteurs de la cour, craignant l'indécence du genre, exigea l'interdiction des pièces de théâtre en tant que forme. L'abbaye a répondu par un ensemble de documents où tout était déjà classé dans les bonnes cases, les statuts autorisant les enseignements, les registres comptables montrant la discipline de la maison, les gloses de l'école de la cour confirmant l'utilité pour l'éducation, le colophon, où le copiste a noté que les pièces étaient destinées à être lues par des adultes et dans un but résolument honnête. Le débat, qui avait commencé comme une question de chair, s'est terminé par une comptabilité dans laquelle le théâtre féminin est devenu un instrument de paix. Cela convenait à la cour. Moins de raisons de faire courir des rumeurs, un langage clair de refus, une discipline des formes. Le mentor resta sur sa position, mais n'obtint pas l'interdiction. Au contraire, les pièces reçurent un « autorisé » discret dans le cercle des dames adultes et des professeurs de la cour. À travers tous ces papiers, on entend la voix de l'époque avec sa prose dure. Le pouvoir caresse et frappe, les maladies épuisent les forces, les routes brisent les gens, la mort soudaine est toujours proche. Dans un tel monde, le choix des mots est une question de survie, au moins autant que les réserves de céréales. Chris Vita a trouvé une forme dans laquelle la voix féminine ne se tait pas et ne joue pas. Elle nomme la frontière et la rend utilisable pour la maison et la cour. Ces pièces ne font pas la guerre au corps, mais lui enlèvent son étiquette de marchandise. Elles ne remplacent pas la discipline sociale par le scandale, mais la rassemblent en scènes qui peuvent être jouées dans le cloître et dans la salle d'instruction, sans porter atteinte à l'honneur. Le document le conserve mieux que n'importe quelle légende. Catalogue, consommable, préface, colophon, liste de cadeaux. Et plus loin, lorsque le débat sur la décence du genre attirera de nouveaux adversaires, la défense sera la même, non pas éloquente, mais bureaucratique. Les textes survivront dans ce système car ils sont nécessaires. Ils réduisent le nombre de mauvaises décisions lorsque le pouvoir et le corps d'autrui sont en jeu. La correspondance de la cour accumulait des signaux subtils mais rigoureux qui permettaient de mesurer la pression exercée sur le genre. Une année, la chancellerie a reçu une liste de formes dangereuses où les lectures scéniques dans les maisons côtoyaient les jeux forains et carnavalesques. Une autre année, l'école universitaire a réécrit le schéma de ce qui était autorisé, où la place de la scène n'était pas mentionnée du tout, comme si le genre s'était évaporé dans les airs. L'abbaye ne discutait pas, elle travaillait sur le papier. Dans les marges des manuscrits, des colophons étaient apposés, où la mention, pour des lectures au sein de la communauté ou dans un cercle restreint d'invités adultes, plaçait une grille invisible autour du texte. Dans les préfaces, la formule d'instruction était répétée et chaque copiste la confirmait de sa main. Ainsi, la scène ne devenait pas une place publique, mais un élément du statut, et le statut dans l'Empire pesait plus lourd que les passions. Sur les feuilles de gestion, cela se reflétait de manière austère. Les discussions sur l'interdiction avaient un impact brutal sur les dons et retardaient la livraison des bougies. L'apaisement des disputes rétablissait la stabilité des approvisionnements. La cour voyait la corrélation, et c'était le principal argument en faveur du maintien des lectures. Dans les pièces, le contour de l'économie du corps s'intensifiait. Les héroïnes adultes, sans devenir des modèles d'ascétisme inaccessibles, agissaient comme des praticiennes, elles évitaient les négociations privées,
où le consentement était facilement remplacé par la protection, appelèrent des témoins, rendaient leurs décisions dans le cadre des règles. La violence était dénoncée comme un abus de pouvoir ayant des conséquences pour le foyer: perte de réputation, baisse de solvabilité, risque de confiscation sous couvert de piété. Les pièces ne dépeignaient pas la cruauté à grands traits, mais reconnaissaient sa présence comme un climat dont la discipline permettait de se prémunir. Le monde extérieur faisait écho à cette discipline. Les statuts municipaux interdisaient les épreuves corporelles humiliantes et les purges nocturnes sans preuve, et les registres judiciaires mentionnaient que la description de l'état d'un adulte n'équivalait pas à une preuve. Le théâtre canonique vivait dans le même environnement. Le corps était sous la protection et le droit, et non sous le mépris et l'exhibition. Le débat sur la décence a atteint son paroxysme lorsque plusieurs copistes des écoles des monastères masculins ont exigé que les pièces de théâtre soient retirées de la vie de cour afin d'éviter la tentation. L'abbaye a répondu non pas par une plainte, mais par une démonstration de la procédure. Un dossier a été constitué dans lequel tout était à sa place, les statuts de l'abbaye avec un paragraphe sur l'instruction des adultes, les inventaires des bougies et de l'huile liées aux lectures saisonnières, les noms des dames adultes de l'entourage de la souveraine qui assistaient aux lectures, les gloses d'un théologien universitaire louant la clarté de la morale, les colophons où les copistes consignaient l'objectif, et séparément la liste des dons aux pauvres qui avaient augmenté après les lectures. Des extraits de la chronique, rédigés de la même main, où le lien entre piété et ordre était présenté comme une norme étatique, ont été joints au dossier. Il n'y avait pas de cri, il y avait des archives. Et c'est précisément cela qui a transféré le débat du domaine des sentiments à celui de la comptabilité. Le genre restait sous le couvert des statuts, était lu par des adultes, apportait des bienfaits au monde et ne devenait pas un spectacle. À cette même époque, l'hiver était rude et, comme toujours, le contexte médical a donné au texte une nouvelle texture granuleuse. Les hôpitaux enregistraient une nouvelle augmentation des cas de fièvre, de douleurs dues à l'humidité et d'engelures chez les travailleurs. À côté des ordonnances, figuraient des rappels de lecture destinés à renforcer la discipline. Dans les pièces, les femmes adultes refusaient la contrainte, non pas pour des raisons abstraites, mais pour préserver le bon fonctionnement de la maison. Le consentement était appelé par son nom, à savoir la libre décision d'une personne dont dépendait l'emploi du temps, la garde des clés et l'ordre dans le cellier. Ceux qui exigeaient de passer sous silence le sujet de la chair ne pouvaient proposer d'autre alternative que le silence. Or, le silence se traduisait par une recrudescence d'abus privés, rapportés dans ces mêmes livres de comptes, retard dans le paiement des loyers, querelles, rumeurs, baisse des dons. Dans cette comptabilité, la victoire revenait au langage qui associait la liberté du corps au devoir et non à la convoitise du marché. À la cour, une pratique de consentement tacite s'est développée. Au lieu d'un décret officiel, une série de petites actions. Les listes de la bibliothèque enregistraient la mise à jour régulière des copies. Les écoles de la cour transmettaient des gloses où les pièces étaient incluses dans les listes utiles à la lecture, au même titre que les hagiographies. La protectrice de l'abbaye envoyait au couvent un parchemin pour la poursuite des compositions. Les registres des dons contenaient de plus en plus d'inscriptions sur les livres et les tissus offerts. Ces signes fondamentaux constituaient une reconnaissance, mais sans fanfare. Ceux qui craignaient l'indécence du genre reculaient jusqu'à la limite, que ce soit, mais sans dépasser le cercle des adultes, et le théâtre pouvait tenir bon à cette limite. La condition ressemblait à une formule de sécurité. Pas d'espace, pas de masque, pas de scène avec démonstration corporelle, avec un objectif moral fixe, sous la supervision des statuts et des aînés. La chanoinesse elle-même encourageait cet équilibre dans sa chronique sur le souverain. Le texte, compilé avec soin et en tenant compte de la cour,
suivaient une ligne où la piété était le ciment de l'union et l'ordre la forme de survie. La chronique, les drames et les scènes de la vie des saints s'alignaient comme les dalles d'une allée, un langage capable de dissuader les gens de prendre de mauvaises décisions sans humilier le corps. Le lecteur adulte y voyait non pas une morale douce, mais une instruction pour une époque où les erreurs coûtaient du sang et du pain. C'est précisément pour cette raison que les pièces de la Canonis ont commencé à disparaître des listes privées de obstacles pour lesquels il fallait s'abstenir d'assister à des spectacles. Elles n'étaient pas suspectes, car elles ne donnaient pas à la foule ce qu'elle demandait. Elles ramenaient la discussion dans la salle des règles. Pour que la conversation ne se transforme pas en apologie, il est important de mentionner les aspects négatifs. Il est arrivé que des copistes omettent délibérément certaines lignes ou adoucissent certaines formulations, craignant la jalousie locale. Il y a eu des tentatives d'inscrire des pièces de théâtre sur la liste des textes indésirables au niveau de certaines écoles. Il y a eu des abus de pouvoir lorsqu'une personne influente a usé de son autorité pour exiger que les mots féminins soient retirés de la liste des lectures. Ces faits ne nécessitent pas d'être embellis. Ils sont enregistrés comme des dommages sociaux, entraînant des pertes dues à la censure et des baisses temporaires des dons. Mais là encore, le mécanisme de protection a fonctionné. L'abbaye conservait des duplicata, envoyait des copies aux maisons voisines, correspondait avec la cour et veillait à ce que les colophons et les formules statutaires restent en place. À long terme, ce n'est pas la force, mais la répétition de la forme qui permet de survivre. La fin ne s'est pas faite par décret, mais par habitude. Dans les listes de manuscrits de la cour, les pièces des canonesses continuaient d'apparaître à côté des hagiographies et des chroniques dans le cadre des lectures pour adultes. Dans les colophons, les copistes laissaient les mêmes formules concernant la destination pour l'enseignement au sein de la communauté et d'un cercle restreint, sans place publique ni démonstration physique. Dans les livres comptables de l'abbaye, les lignes sur les bougies et l'huile pour les lectures se succédaient régulièrement, à côté des dons aux pauvres, stables, sans les baisses que provoque généralement un scandale. Dans le cahier du médecin, on trouvait toujours des recettes contre la fièvre et la douleur, et en dessous, une liste de lectures destinée à renforcer la discipline. Là où l'on cherchait auparavant l'interdiction, il y avait désormais un ordre. Le débat résiduel sur la décence du genre s'est réduit à une réserve pédagogique. Lire aux adultes, conserver la forme sans masque ni danse, maintenir une ligne où le corps des adultes reste un sujet de préoccupation et de droit, et non de scène et de honte. Quelques écoles ont continué à froncer les sourcils sur le thème de la chair, mais leurs objections se sont dissoutes dans la comptabilité. La maison, où la scène ne nourrit pas la foule, mais donne la parole pour refuser la contrainte, économisait les conflits et les ruptures, ce qui plaisait à la cour, à la ville et à l'abbaye, qui devait gérer ses affaires malgré le froid et les maladies. Les pièces de la Canonis se sont imposées dans une zone utile. Ni foire, ni moquerie de rue, ni doux poison, mais un instrument soigneusement assemblé qui redonne aux mots les limites du consentement et de la responsabilité. Le document a vaincu le mythe non pas par sa force, mais par sa répétition. Les catalogues des bibliothèques enregistraient les titres à côté des livres sérieux. Les colophons répétaient l'objectif, les statuts confirmaient le droit d'instruire. Les listes de dons montraient la loyauté de la cour. Les registres du trésor ne connaissaient pas les remous provoqués par l'interdiction. Les lettres des mécènes contenaient des mentions laconiques sur le parchemin pour la poursuite des compositions. Dans un tel contexte, la légende du silence féminin n'a pas résisté au poids du papier. Nous avons devant nous une autrice dont les mots ont fait passer la conversation sur le corps de la sphère des allusions et des plaisanteries lubriques à celle de l'ordre, du consentement et de la responsabilité. Et la légende du théâtre indécent a également reculé. Le texte, dépourvu de naturalisme et de corps scénique,
n'a pas donné lieu à la colère des foires, mais a donné une voix au refus dont les maisons et la cour ont besoin. Dans ce résumé, on entend aussi les ombres du temps. Il y avait des abus de pouvoir, les manuscrits étaient parfois censurés, les copistes craignaient la jalousie, les maladies brisaient les gens, les routes étaient emportées par les pluies. Mais c'est précisément dans ce paysage que la discipline de la forme et la prudence économique se sont avérées plus utiles que les cris. Le théâtre canonique ne promettait pas la victoire du désir ou l'humiliation de l'ennemi. Il proposait un moyen de survivre à la pression sans céder son corps à la rhétorique étrangère. Dans les limites tracées par la charte et le colophon, ces scènes enseignaient aux adultes à éviter les transactions dans lesquelles la honte sert d'instrument de coercition et à préserver leur foyer sans bruit. Un tel résultat ne ressemble pas à un triomphe, mais il est durable. Les pièces vivent là où la parole est alourdie par l'empreinte, et l'empreinte économise le malheur. C'est ainsi que le théâtre féminin contre la luxure est entré dans les archives comme une lecture morale et non comme un motif d'interdiction. La formule finale est simple et stricte. La liberté du corps est un devoir de conscience. Le consentement est une condition de toute union. La contrainte est un préjudice social compte tenu des conséquences. Le document a conservé cette formule à travers les statuts, les catalogues, les livres comptables et les colophons. C'est pourquoi la reconnaissance finale ne ressemblait pas à un défilé, mais à une ligne dans le programme, lecture, après le service, dans le cloître pour les adultes, objectif, renforcer les frontières, forme, sans place publique, utilité, nuit plus calme, moins de rumeurs, collecte plus régulière. À ce stade, l'histoire se termine sans fanfare, l'auteur est resté dans les livres et non dans les légendes, et ces scènes continuent de fonctionner là où l'ordre domestique a besoin de mots plus forts que les mythes.